Et sous la soie des portes entr'ouvertes. Je m'appelle Léa, j'ai 29 ans et mes nuits appartiennent à des voix. Je suis ingénieur du son pour Confidence de minuit, une émission où les inconnus appellent pour déposer sur nos ondes ce qu'ils n'osent pas dire à la lumière. Mon studio est au 4e étage d'un immeuble près du vieux port. De ma cabine vitrée j'aperçois l'eau noire, parfois zébrée par les feux d'un ferry, et je règle des fadets comme on apprivoise des respirations. Le jour je dors. Le soir, je marche jusqu'à la radio, un sac à dos rempli de câbles, de gars. Hugo, mon compagnon, plonge pour gagner sa vie. Commercialement, pas en poésie, il inspecte des coques, remonte des morceaux de porc, répare sous l'eau des choses que nous, en surface, préférons oublier. Il revient parfois couvert de sel et d'histoire, avec des épaules fatiguées, un rire facile, cette façon de se pencher sur moi comme on se réchauffe à un feu. Il y a quelques mois, j'ai senti sur lui une odeur qui n'était pas la mer. La figue mûre des bougies d'hôtel, un bois clair et quelque chose de sucré au creux du cou. Il a dit que c'est la première fois que Dorian a appelé l'émission, j'ai été attentive à la musique de sa voix avant d'écouter ses mots. Un velours discret, un sourire dans chaque syllabe. Elle a dit qu'elle se trouvait dans un endroit au rideau trop lourd, qu'elle attendait un homme qui refusait d'allumer la lampe et parlait à mi-voix comme s'il avait peur d'attraper la réalité. Elle a raconté qu'elle posait sa paume sur la couette pour sentir la chaleur de l'autre, puis retirait sa main, amusée par sa propre audace. Je ne sais pas si je trahis quelqu'un, Léa. Je devrais rester neutre à l'antenne. Mais cette nuit-là, après le générique, j'ai exagéré le temps des musiques pour la rappeler hors antenne, un réflexe idiot, un fil tiré par curiosité. Elle n'a pas décroché. À la place, j'ai reçu un message vocal anonyme, le tintement familier d'un ascenseur, un ding suivi d'un couloir moquetté avalant le bruit des pas. Puis une porte qu'on ouvre doucement et un souffle. On ne s'allume pas, mon ange, a murmuré un homme. Sa voix m'a été étrangère et pourtant, à la fin, j'ai cru reconnaître. Hugo, ces jours-là, rentrait tard. Il se déshabillait dans la salle de bain pour ne pas me réveiller et laissait ses vêtements reposer sur la chaise du couloir. Un matin, j'ai voulu les ramasser et j'ai trouvé, dans la poche de sa veste, une facture pliée, Hôtel des Voûtes, chambre 312. 2 verres, une bougie parfumée figue et ambre, et un supplément discret noté et service spécial. Ce spécial a brûlé plus fort que la bougie. Je n'ai pas crié. J'ai posé le papier dans un livre fermé, comme un marque-page que l'on craint d'ouvrir. Le hasard, ce menteur têtu, a fait que la radio organisait 2 jours plus tard une rencontre avec un sponsor à l'Hôtel des Voûtes. J'ai mis une chemise blanche et un rouge à lèvres que je porte rarement, celui qui m'assure que je peux m'asseoir aux mêmes tables que mes soupçons. Dans le rôle, un parfum de figue flottait, légèrement gras, presque tendre. À la réception, j'ai demandé bêtement si l'ascenseur faisait toujours ce ding si reconnaissable. La réceptionniste a ri, on nous le dit souvent. Au bar, j'ai aperçu une femme en robe roux. Je n'ai pas cherché la 312. J'ai simplement glissé ma carte de la radio sous mon verre, côté nom, côté titre en italique. Un serveur l'a ramassée, l'a regardée, m'a demandé si Léa de la nuit était la même que Léa de la voix. Je lui ai demandé du thé. J'ai signé des papiers, souri à des blagues, serré des mains qui voulaient me serrer plus longtemps. Au moment de partir, une carte clé est tombée de ma poche. Elle n'était pas à moi. Quelqu'un me l'avait glissée sûrement dans la cohue. Je l'ai ramassée, l'ai gardée sans savoir. Le soir suivant, l'émission a filé comme une nappe, lisse presque trop. Juste avant la fin, Dorian a rappelé. Elle a parlé d'une table dans l'ombre, d'un homme qui goûtait les mots comme du vin. Il dit que l'obscurité rend les baisers plus sincères. Je n'en suis pas sûre. Sa respiration a hésité, puis elle a ajouté « Je crois qu'on essaie de me faire croire à une histoire qui ne m'appartient pas ». Le standard clignotait rouge, d'autres auditeurs attendaient, le temps me glissait entre les doigts. J'ai dû la remercier, mettre un morceau de. Après l'antenne, Nora, notre productrice, 45 ans, cœur qui bat sous un humour sec et m'a tendu un gobelet. Tu as la figure de quelqu'un qui écoute des choses en dehors des casques. Je lui ai montré la facture. Elle a haussé un sourcil, m'a dit de ne pas me transformer en policière, que la radio faisait pousser des monstres aux ombres. Et si tu dois ouvrir une porte, fais-le pour toi, pas pour le piéger. Je l'ai entendu, mais c'est une autre voix qui m'a guidée. Le lendemain, j'ai glissé la carte clé dans ma poche. Je n'avais aucune intention d'aller à l'hôtel, sauf que mes pieds m'y ont mené comme si le trottoir connaissait mon secret. Dans l'ascenseur, le ding m'a traversé comme une évidence.
J'ai appuyé sur 3, j'ai regardé mon reflet dans la glace, une femme qui a peur de trouver et plus encore de ne pas trouver. Le couloir sentait la cire. Au bout la 312, j'ai posé la main sur ma propre poche, senti la carte s'y réchauffer. Et la chambre était sage, lin blanc, plaid anthracite, rideaux lourds, et pourtant chaque détail semblait attendre quelqu'un. Je me suis assise sur le bord du lit, j'ai écouté. De l'autre côté, une voix masculine pas forte, un murmure accompagné de rires étouffés, un verre qu'on repose, des pas sur la moquette. Je me suis levée sans bruit, me suis approchée de la paroi. Il n'y a rien d'héroïque à coller son oreille à un mur, c'est même pathétique. Mais j'avais besoin d'un son qui me choisisse. Tu vas bien, a dit une voix que je connaissais, Hugo. J'ai reculé, comme si le mur s'était déplacé. Les secondes ont mis du temps à se ranger dans l'ordre, puis une autre voix, plus grave, a répondu « Tu le sais bien, on signe ce soir ou on laisse tomber. » Rien d'érotique, rien d'une femme, une négociation. Pourtant la pointe de jalousie que je portais a fait une embardée, jalouse de quoi, de qui, de ce secret qu'il avait préféré au nôtre. Quand la porte de la 312 s'est ouverte, je me suis retrouvée dans le couloir avant d'avoir décidé d'y être. Hugo est sorti en premier, un homme plus âgé le suivait, costume bleu nuit, sourire trop poli. Le regard de Hugo a accroché le mien et s'y est raccroché pour ne pas tomber. Léa, il a balbutié mon prénom comme s'il se brûlait. L'autre a compris immédiatement, a lissé sa manche, a prétexté un rendez-vous. On se rappelle, a-t-il dit en tendant une main qui n'a pas trouvé la mienne. Je peux entrer, a demandé Hugo, humble, presque petit. La 312 sentait la figue et l'ambre, oui, mais pas le désir. La table portait un contrat, un stylo de verre. Hugo m'a parlé d'un projet qu'il couvait depuis des mois. Une start-up pour cartographier des épaves et protéger les fonds marins, un mécène aux conditions curieuses, des dîners tardifs pour le business. Il a juré qu'il n'y avait pas d'autre femme. Je n'ai rien fait de mal, a-t-il dit. Et c'est là que je l'ai haï pour son usage des mots, pour ce rien brandi comme un écran. Il n'avait rien fait peut-être, mais surtout. Je suis partie sans claquer la porte. Dans l'ascenseur, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu où on ne voit jamais mieux que quand on écoute. Elle, j'ai pensé à accent grave d'Oriane, j'ai pensé à la robe rouge, j'ai pensé que les histoires n'arrivent pas seules, elles se tiennent la main. La nuit à l'antenne, j'ai lancé des musiques longues pour respirer. Dorian n'a pas appelé. Une autre, Lou, a raconté sa façon de laisser un homme dessiner des cercles au creux de son poignet jusqu'à ce que la peau se souvienne. J'ai senti physiquement ce qu'elle disait, la délicatesse têtue des gestes qui ne demandent pas la permission parce qu'ils la méritent. J'ai pensé aux mains de Hugo, aux siennes qui savent réparer des choses brisées, et je me suis demandé pourquoi il n'avait pas posé cette main-là sur ma vérité avant que je pose mon oreille. La journée suivante a été faite d'actes simples: vider le lave-vaisselle, étendre une jupe sur le radiateur, répondre à des mails où l'on me demandait un son plus chaud. J'ai essayé de parler avec Hugo le soir. Il a voulu m'embrasser pour remplir les trous. Je l'ai laissé s'approcher parce que mon corps le connaît, parce que ma peau a ses propres habitudes. Ses mains ont glissé sur ma taille, sa bouche a trouvé la mienne avec une douceur presque timide, comme s'il demandait pardon en silence. Nous avons dansé dans la cuisine sans musique. Monde. Le lendemain, une enveloppe m'attendait au studio, sans timbre, sans nom. À l'intérieur, une clé USB et un mot « Écoute avant de croire ». J'ai branché la clé. Le fichier commençait par le ding de l'ascenseur, puis ma propre voix tirée d'une émission répondant accent grave d'Oriane, après un collage grossier de phrases coupées, et cette respiration d'homme que je ne savais plus attribuer. Au fond, un rire bref, féminin, pas le mien. J'ai senti la colère monter, non contre Hugo mais contre la marionnette invisible qui tirait. Nous avons passé la journée à recouper des sons. Le ding venait bien de l'hôtel des Voûtes, une simple recherche sur les réseaux m'a mené à une vidéo promotionnelle. Le rire, Nora l'a reconnue. Lila, la chanteuse du bar de l'hôtel, robe rouge, voix de miel. Elle appelle parfois l'émission sous des pseudos. Elle aime l'idée d'être entendue sans être vue, m'a dit Nora. Alors j'ai écrit à Lila au compte de l'hôtel banalement: votre set m'a plu, je peux passer ce soir.
Lila m'a accueilli après son deuxième morceau, dans une loge trop petite pour son parfum. De près, elle était moins lisse qu'au lointain, une minuscule cicatrice au menton, une mèche indisciplinée, un regard qui vous enlace sans promesse. Tu es Léa, la fille derrière les voix, a-t-elle soufflé. Elle a refermé la porte, a posé sa main sur mon avant-bras avec un naturel désarmant, puis l'a retirée comme si elle savait exactement la distance confortable. Nous avons parlé bas. Elle m'a avoué qu'un type qui veut se faire passer pour un sauve. Elle a ri sans joie. Ensuite, elle m'a aidé à attacher une boucle d'oreille récalcitrante. Ses doigts ont caressé par erreur la peau sous mon lobe, mes joues ont chauffé comme une lampe. Elle s'est approchée à souffler. Tu as les épaules hautes, Léa. On dirait que tu portes une valise invisible. Je ne sais pas si c'est le thé au jasmin, la loge trop étroite ou son odeur de peau juste après la scène, mais j'ai eu envie de poser cette valise-là sur le tabouret, de me pencher vers elle pour trouver une autre façon d'écouter. Je ne l'ai pas fait. Elle a laissé ses. Nora a proposé un piège simple. Inviter Dorian à témoigner à l'antenne en direct, sans montage, sans filet. Lila a accepté sous son vrai prénom. Cette nuit-là, j'ai lancé l'émission avec une phrase qui me brûlait. Il y a des histoires qui ne supportent pas la lumière, pas parce qu'elles seraient honteuses, mais parce qu'elles ont été tournées pour l'ombre. Lila a raconté des soirées à chanter pour des gens qui redoutent d'être eux-mêmes, des regards dans lesquels elle a lu des appels au secours. Puis elle a dit ceci qui m'a coupé le souffle. Le type a appelé, il a menacé de dévoiler des choses. Nora m'a fait signe d'ouvrir le micro et de le laisser parler. Sa voix m'a semblé soudain petite. J'ai reconnu un tic, une façon de mordre une consonne. J'ai compris que je savais. J'ai demandé calmement, Monsieur, est-ce que vous savez que le ding de votre ascenseur préféré a une signature fréquentielle unique? Nous l'avons identifié. Il a raccroché net. La menace souvent n'aime pas la précision. Le lendemain, j'ai demandé à Hugo de me rejoindre sur la passerelle qui traverse le port. Il a eu l'air d'un gars qui grimpe sur un pont sans savoir s'il y a de l'eau en bas. Je lui ai dit ce que je savais, ce que j'ignorais, et surtout ce que je ne voulais plus. Les ombres, la fièvre des demi-aveux, la bougie à la figue vendue comme une alibi. Il s'est défendu, a juré encore. Puis à force de se défendre, il a fini par avouer autre chose, plus ancien, une nuit à Tanger avant nous, qu'il m'avait tue parce qu'elle ressemblait trop à un commencement. Nous nous sommes serrés longtemps, lui et moi, sans solution. Mes doigts ont connu une dernière fois la largeur de son dos. C'était tendre, c'était chaud, c'était insuffisant. J'ai posé ma bouche contre sa joue, un baiser simple, et j'ai dit « Je t'aimais beaucoup mieux que ça ». Il a hoché la tête, les yeux pleins d'une eau qu'il sait dompter d'ordinaire. Je suis rentrée seule. J'ai mis de l'ordre dans mes livres, dans mon linge, dans mes sons. J'ai déplacé le matelas vers la fenêtre parce que je voulais voir les bateaux le matin. J'ai effacé des fichiers, gardé d'autres, rangé la clé USB dans une enveloppe étiquetée « Preuve de ce que je ne veux plus ». Le soir, j'ai reçu un message de Lila « Je termine à minuit. Si tu veux, on boit quelque chose, rien d'oblique ». Nous avons partagé un chocolat brûlant dans un bar presque vide. Elle a posé sa main non pas sur moi, mais à côté, paume ouverte, suffisamment proche pour que je choisisse. J'ai posé la mienne dans la sienne. C'était pudique, presque sage, et pourtant tout mon corps s'est allongé comme après un orage. Nous avons parlé de nos mères, de nos premières peurs, de Marseille et de ces gens qui confondent droit à l'ombre et volonté de disparaître. À la sortie sous l'auvent, la pluie tenait la rue en suspense. Elle a penché la tête, une mèche humide contre sa. Je ne sais pas où cette histoire va. YouTube pourrait en garder une version sage. Une femme qui apprend à écouter avec sa peau comme avec ses oreilles. Un homme qui a cru sauver un rêve dans un couloir. Une chanteuse à la robe rouge qui a préféré la vérité à la mise en scène. Ce que je sais, c'est que je n'ai plus peur de la lumière qui passe par les portes entr'ouvertes. Le soir, quand j'ouvre mon micro, je dis bonsoir, comme on dit j'arrive dans une pièce où l'on vous attend. Et si à l'autre bout de la nuit, quelqu'un glisse sa voix jusqu'à